Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mélène Rabaud. Mélène Rabaud que je connais depuis longtemps et que vous, chères auditrices, chers auditeurs, connaissez également depuis l'épisode 87, puisqu'à l'époque, tu étais la directrice générale, la Managing Director France de Just Eat. Mais tu as rejoint il y a bientôt un an Too Good To Go. Too Good To Go que vous connaissez aussi, puisque j'avais reçu un autre de tes collègues qui n'est plus là maintenant, mais dans l'épisode 110, c'était il y a 3 ans. L'entreprise a beaucoup changé depuis, a beaucoup grandi surtout. Et je suis très heureux de faire ce catch-up sur Too Good To Go, mais aussi avec toi du coup aujourd'hui. Salut Mélène. Salut Laurent. Too Good To Go, vous connaissez toutes et tous, puisqu'il y a plus de 16 millions d'utilisateurs, de personnes qui ont téléchargé l'application en France. Mais dans les grandes lignes, c'est une application qui met en relation des personnes avec des points de vente, boulangeries, supermarchés, fleuristes aussi. Ouais, quelques fleuristes. Qui ont pour proposer des invendus à prix réduit. Tout à fait, Laurent. En fait, la mission de Too Good To Go, c'est de mettre fin au gaspillage alimentaire. Donc, l'application principale de Too Good To Go, que vous connaissez sans doute parce que ça fait 8 ans qu'on existe, c'est de vous mettre en relation avec les commerces de bouche de votre quartier pour que vous veniez racheter des invendus à des prix très réduits et donc éviter qu'ils finissent à la poubelle. Puisque le gaspillage alimentaire, c'est un enfer. On en parlera dans cet épisode. Pas mal, tu me donneras beaucoup de chiffres, en tout cas, sur le sujet. On parlera de l'entreprise aussi. 1500 collaborateurs dans le monde, plus de 150 en France. Too Good To Go, c'est une licorne bientôt. Dernière levée, c'était 25 millions, donc pas encore licorne, mais on pourrait imaginer un jour licorne. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est qu'à l'époque, vous sauviez, parce qu'on parle de ça, vous sauviez des repas. C'est ça le KPI principal. On était à 80 millions en 2021. On est à plus de 330 millions dans le monde. 330 millions dans le monde, ouais, parce que effectivement, on n'est plus une boîte française, hein, on est une boîte mondiale désormais. On est dans 19 marchés. Europe, US, Canada et bientôt l'Australie. Et donc, c'est 330 millions de repas, puisque c'est de ça dont on parle au quotidien. C'est l'indicateur sur lequel on motive toutes nos équipes au quotidien, le nombre de repas sauvés. Et en France, c'est près de 80 millions de repas, je pense qu'on devrait les passer au mois d'août, qui sont sauvés. Depuis la création, donc depuis 8 ans. Ouais. On parlera du modèle, on parlera du fonctionnement pour le commerçant, un peu d'activation et de marketing, mais vous avez la chance d'avoir un word of mouth et une notoriété spontanée assez incroyable. Donc pour l'instant, vous n'avez pas vraiment besoin, c'est un problème de riche, c'est cool. Mais tu as certainement des idées pour la suite sur l'activation de ta base d'utilisateurs et ça nous fera un bel épisode. Mélène, très heureux de te revoir aujourd'hui. Just Eat, Too Good To Go, on reste dans la food. Mais on va vers la mission. On va vers la mission, en fait. La dernière fois qu'on s'était parlé, effectivement, j'étais General Manager de Just Eat pour la France. Et je me souviens qu'on avait beaucoup parlé d'e-modèle de livraison salariée. Et ça, pour le coup, ça a été un vrai déclic chez moi. Le fait de se rendre compte que travailler sur un projet qui a de l'impact et qui est une vraie mission positive pour la société, puisque ce qui était le cas du modèle de livraison salariée qui différait vraiment de ce qui était proposé ailleurs, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi. Donc effectivement, Just Eat, j'y ai passé 7 belles années et sur la fin, on s'est rendu compte que d'un point de vue financier, malheureusement, ce modèle n'était pas ultra pérenne. Et j'ai eu envie d'aller faire autre chose parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'hyper important pour moi. Et moi, ce petit retour en arrière, on défait le salariat pour repartir sur des indépendants, c'était plus très aligné avec ce que je voulais faire. Donc effectivement, j'ai voulu faire autre chose. Un peu compliqué. Sur un marché un peu compliqué, ouais. Quelques internationaux très très bien financés que vous connaissez, qu'on va pas citer là. Uber Eats et Deliveroo, si je dis pas de bêtises, c'est un marché compliqué, quoi. Marché très compliqué, en tout cas sur la food delivery en France. Voilà. Mais donc, la mission. Donc la mission était hyper importante pour moi. Ouais. Donc je me suis tournée à l'époque vers Trendline pour décarboner le transport en France. J'y ai passé quelques mois, mais j'avais vraiment envie de revenir aussi sur la food et sur un management d'équipe commerciale. Et il y a eu un vrai alignement des planètes pour moi. En fait, au moment où j'ai quitté Trendline, j'ai vu cette annonce pour ce poste de GM France pour Too Good To Go. Et là, voilà, alignement des planètes, le bon moment, j'étais dispo, c'était de la food tech, c'était une boîte à mission, c'était un périmètre de management à peu près équivalent à celui que j'avais chez Just Eat, à savoir principalement des commerciaux et des grands comptes. Et donc voilà, donc j'ai rejoint Too Good To Go en août 2023 maintenant. Et donc effectivement, je vais bientôt célébrer mes 1 an chez Too Good To Go. Et je suis hyper contente d'être là et d'animer cette mission. Je crois que quand l'épisode sort, il sort le 16 juillet. Ah, il sort rapidement, c'est cool. On est le 2 juillet aujourd'hui. Alors, ce sera juste avant tes 1 an.
Tiens, question plus perso, mais t'as fait une formation aussi à l'INSEAD? Ouais. Pourquoi? Alors, juste pardon, pour que vous le sachiez, si vous n'avez pas écouté l'épisode 87, si je dis pas de bêtises, avec Mélène, on est copains d'école, on était de la même promo à Grenoble, et donc on se connaît depuis 20 ans, sa race. Ouais. Non, t'étais pas la même promo, t'étais la promo en dessous. Non, j'étais la promo en dessous, moi, Ouais. je suis un peu plus jeune que toi. J'ai Laurent. fait passer je t'ai fait une passation à la junior entreprise. Bref, t'as fait un passage à l'INSEAD? J'ai fait un passage à l'INSEAD, effectivement, entre Trendline et Too Good To Go. Pourquoi Alors, quelle formation et pourquoi? Une certification qui s'appelle Transition to General Management. En l'occurrence, quand Donc, je suis... t'étais déjà GM depuis 10 ans, mais... Non, pas depuis 10 ans. Non, j'étais Non, mais GM 7 ans depuis... de... J'étais depuis 7 ans chez Just Eat, mais j'étais GM depuis 3 ans seulement. Ok. Pour le coup, je pense que comme la plupart des femmes qui sont GM, gros syndrome de l'imposteur, et notamment issues d'une promotion interne chez Just Eat, j'avais besoin à un moment donné, je pense, de mettre un petit coup de tampon sur mes skills de general manager. Et donc ce programme à l'INSEAD s'est présenté à ce moment-là, et ça m'a permis de me rendre compte que c'était bien de faire l'INSEAD, mais finalement j'ai pas appris des choses nouvelles versus ce que j'avais appris moi en pratiquant. Donc je pense que ça m'a plus aidé à légitimer et à me sentir bien dans mon rôle que à proprement parler, à apprendre des choses. Je pense que tous les deux on n'écoutait pas grand-chose à l'école. Enfin je sais plus, mais j'ai l'impression qu'on était beaucoup dans les assos et dans les soirées. Le modèle de formation pour moi il est pas juste. Il est pas comme aux US où tu fais ton bachelor, tu vas bosser, tu fais ton master. Exactement. Non, on fait un bac plus 5 sur de la théorie que t'as jamais mis en pratique. Je pense qu'on n'écoutait pas grand-chose. Donc là, cette fois-ci, j'ai beaucoup plus écouté. Mais en revanche, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris là correspondait plutôt à ce que j'avais vu pendant ma carrière et que en fait, c'était du bon sens. On va mettre en pause l'épisode 2 secondes. Ouais. Ok. Tu peux te décaler sur ta droite. On est à combien? 7 minutes. Ah, il fait pas la mise au point. Oh, 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai dit? 7 minutes. Hop. Ok, on va reprendre. INSEAD. INSEAD. C'est très bien. Tu avais besoin de ça? C'est une question peut-être con de mâle blanc quarantenaire qui a jamais connu ça. Moi, j'ai bossé chez Air France, chez Lafarge. Vieille boîte française, formidable. Air France, est excellent souvenir. Lafarge aussi. Mais je peux comprendre qu'une femme qui monte dans ces vieilles boîtes du CAC, régie par des... Je vais pas dire de conneries sur des trucs... Voilà. Juste, Just Eat, Trendline, t'es une femme, c'est des boîtes récentes, c'est des startups. Tu t'en avais besoin? Moi, j'en avais besoin à titre perso. C'était peut-être aussi un peu thérapeutique, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais besoin de ça, je pense, à un moment donné, pour me sentir plus légitime dans mon job. Mais in fine, je suis sortie de là avec... une meilleure confiance en moi, je pense. Et en revanche, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais. Donc, mesdames, ne faites pas forcément une certification INSEAD pour vous rendre compte de ça. Globalement, ayez confiance en vous aussi. Oui, mais les compétences que vous allez acquérir dans votre job sont généralement suffisantes. Si le tampon sur ton CV t'apporte ce réconfort en plus, cette réassurance en plus, je peux comprendre qu'il soit utile. J'étais plus surpris, certainement très naïvement, que dans des boîtes, dans des startups, j'ai quand même eu besoin de... Voilà, mais j'entends. Donc, revenons au sujet. Tu arrives du coup chez donc j'arrive chez ce poste est disponible. Exactement. C'est quoi Too Good To Go? C'est quoi Too Good To Go? Donc comme je disais, Too Good To Go, entreprise à mission, créée en 2016 par un modèle assez novateur, puisque c'est 5 cofondateurs qui à un moment donné se sont posés tous ensemble et se sont dit tiens, on a la même idée. Et au lieu à plusieurs endroits. À plusieurs endroits. Alors en fait, ils se sont retrouvés en Norvège. Pour la petite histoire, donc en France, on parle surtout de Lucie Bache, donc qui est notre cofondatrice française. Lucie était en corporate programme chez un gros industriel au UK. Et donc tous les jours, elle bossait dans l'usine. Et elle vivait même sur le parking. Et tous les jours, elle voyait les poubelles qui se remplissaient avec Comment ça, elle vivait sur le parking? Ouais, elle était en corporate programme et je pense qu'il y avait un logement. Ah oui, pardon. Non, elle vivait pas dans sa voiture sur le parking.
Et donc, en gros, elle voyait tous les jours les poubelles qui se remplissaient de cet industriel. Et grosse prise de conscience pour elle à ce moment-là. Elle se renseigne un peu. On avait déjà quelques chiffres à l'époque qui variaient, qui montraient que c'était entre 1 tiers et 40% de la nourriture produite dans le monde qui finissait à la poubelle. Et elle se dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et elle part rejoindre son amoureux de l'époque en Norvège. Et là, elle commence à tourner un peu dans l'écosystème start-up en Norvège et à rencontrer d'autres cofondateurs, donc un Norvégien, des Danois, un Anglais et un Allemand. Et ensemble, en fait, ils se posent des questions sur ce modèle-là. Et au lieu d'être en compétition, ils se disent, on va s'allier et on va créer une app qui s'appelle Too Good To Go. Et donc là, il lance... 2015-2016. Hein. 2015-2016. Donc en 2015, il lance l'application en Norvège et au Danemark. Et en 2016, Lucie revient en France et lance Too Good To Go en France. Et les autres cofondateurs rentrent dans leur pays. Et donc on se retrouve entre 2015 et 2016. On a le Danemark, la Norvège, l'Angleterre, l'Allemagne et la France qui sont lancés en parallèle avec une seule et même application, un seul et même produit, le même nom partout et le même concept qui est de créer une marketplace pour les invendus alimentaires. Donc chacun à l'époque, à son échelle, va commencer à faire du porte-à-porte pour rallier à la fois des petits commerces indépendants, donc de la petite boulangerie au poissonnier, au primeur, mais aussi la grande distribution. Et là, en France, il se passe quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. C'est qu'en fait, on a un terrain législatif qui crée un terreau vraiment fertile pour Too Good To Go. C'est qu'on a une loi qui passe en 2016 qui est la loi Garot. La loi Garot, c'est quoi la loi Garot ? La loi Garot, c'est une loi qui contraint la grande distribution à ne plus jeter ses invendus alimentaires, à les donner et à les revaloriser. Et donc à ce moment-là, on se retrouve avec conjonction des planètes, alignement des planètes, et du coup, Lucie se retrouve à pitcher finalement une solution de revalorisation des invendus au moment où ça devient une obligation pour la grande distribution. Et c'est comme ça que du coup, Too Good To Go se lance et commence à bien fonctionner en France et dans les autres marchés. Mais grande distribution versus commerce de proximité, revendeur, boulangerie, pâtisserie, supermarché. Comment se fait le lien ? Vous commencez par qui ? Par quoi ? Alors, par quoi elle commence ? Honnêtement, j'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a pris à la fois la grande distribution et en fait, on a besoin de tout le monde. On a besoin aussi bien des petits indépendants que de la grande distribution. Donc, lancé en 2015-2016 dans 5 pays. Aujourd'hui, vous êtes présent dans 19 pays. Alors, on était encore présent dans 17 pays il y a 3 mois. Là, on vient de lancer la République tchèque et on s'apprête à être live en Australie. Là, ça va sortir d'ici la fin de l'été. Ok. Il y a des concurrents dans ces pays ? Il y a quelques concurrents dans ces pays. Je pense qu'on est le seul acteur qui a cette taille, en tout cas cette empreinte et cet impact mondial. Et pour le coup, on est dans 15 marchés en Europe, donc 16 marchés en Europe, maintenant, et également aux US et au Canada. Ok. Avec plusieurs levées de fonds, la dernière date de 2021, si je dis pas de bêtises, de 25 millions d'euros, ce qui fait une trentaine de millions de dollars. Tu sais combien vous avez levé en tout ? Non. Ok, ça se trouvera sur Internet, vous chercherez. Et j'aurais dû le faire, j'ai pas fait mes devoirs. 17 pays, bientôt 19. C'est une grande boîte, 1500 collaborateurs. C'est maintenant une grosse boîte, ouais. On n'est plus une petite start-up. Et tant mieux, parce que le modèle de la boîte, c'est quand même une entreprise à mission. Et donc, en gros, plus on grossit, plus on a d'impact. Et pour le coup, notre impact, on le mesure au quotidien avec un indicateur qui est le nombre de paniers sauvés. Depuis la création de Too Good To Go, juste en France, c'est 80 millions de repas sauvés. Et c'est 330 millions de repas sauvés à l'échelle du groupe. 330 millions de repas sauvés à l'échelle du groupe depuis sa création en 2015-2016, en 8 ans en gros. Mais ça reste peanuts à l'échelle du gaspillage alimentaire. À l'échelle du gaspillage alimentaire. C'est quoi ? C'est des chiffres hallucinants ? C'est des chiffres hallucinants. C'est 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées par an. Ça représente 40% de la nourriture produite qui finit à la poubelle, en fait, dans le monde. Donc, c'est énorme. 10 millions de tonnes, ça nous parle pas beaucoup. Mais sur 10 kilos, il y en a 4 qui sont jetés ? Exactement. De nourriture produite, on parle de quoi ? De riz en vrac à... De tout. Alors, dans les 40%, il faut distinguer, il y a la nourriture qui est consommable de celle qui n'est pas consommable. Donc, dans les 40%, il y a tout. Il y a la perte de récolte, par exemple, qui intervient en amont de la récolte. Donc, typiquement, peut-être que c'était pas encore consommable. Il y a la carcasse du poulet. Mais si on se concentre juste sur le gaspillage alimentaire et sur ce qui était consommable, on a des chiffres maintenant qui nous montrent comment ça se répartit tout au long de la chaîne. Ok. Typiquement, si je reviens même en amont juste sur le gaspillage alimentaire pour revenir quand même et montrer à quel point c'est important, c'est que ça représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. Si c'était un pays, ce serait le 3e plus gros pollueur après les États-Unis et la Chine.
Si c'était un pays, ce serait le 3e plus gros pollueur après les États-Unis et la Chine, le gaspillage. Les 40%. Gaspillage alimentaire. Et ces 40%, avec du consommable et du non consommable, représentent 10% des émissions de gaz à effet de serre au global. Ouais. C'est ouf. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, et quand tu penses derrière, parce que là, c'est vrai qu'on parle sur des chiffres qui font réagir, parce qu'il y a l'impact écologique, maintenant, ça nous parle à tous, mais il y a un triple impact quand même derrière le gaspillage alimentaire, parce qu'il y a un enjeu social. On a 1 milliard de personnes en situation de précarité alimentaire dans le monde. 1 sur 7, c'est ouf. 1 sur 8. Ouais. Ça représente plus d'1 milliard de dollars de valeur, ce gaspillage aussi. Et effectivement, 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, il n'y a aucune bonne raison pour ne pas y mettre fin, parce qu'en fait, c'est vraiment quand même quelque chose qui est gagnant pour la planète, gagnant pour tout le monde, et gagnant aussi pour les producteurs, pour les distributeurs, pour les industriels, parce que c'est un manque à gagner énorme. Tout le monde a intérêt à mettre fin au gaspillage alimentaire. Tout le monde a intérêt à mettre fin au gaspillage alimentaire, et d'ailleurs, c'est l'un des axes de travail qui est le plus simple en fait à actionner en tant que consommateur. En tant que famille. En tant que famille, juste de réduire ton gaspillage alimentaire, ça permet quand même de réduire significativement tes émissions. Tu connais les chiffres pour un consommateur moyen, une famille moyenne Une famille moyenne, elle va jeter à peu près entre 25 et 30 kilos de nourriture consommable par an. Ok. Et ça représente, nous on a fait des calculs, ça représente entre 500 et 1000 euros de valeur, ce qui est jeté par une famille. Ok, mais comment est-ce qu'elle peut agir ? Enfin, quand ta pomme elle est pourrie, tu peux plus la manger. Bah en fait si, quand ta pomme elle est pourrie, tu peux encore la manger. Tu peux couper la partie qui est pourrie et tu peux manger le reste. Et sinon, si elle est un peu flétrie, bah tu l'épluches et tu la réduis en compote par exemple, ta pomme. Non mais ce que je veux dire, pardon, et tu as tout à fait raison, il y a aussi le acheter mieux. Alors, il y a acheter mieux, il y a ne pas jeter déjà. Le meilleur déchet, c'est quand même celui que tu produis pas. Donc, il y a plusieurs moyens de ne pas jeter. Tu peux faire des cuisines, des recettes anti-gaspi. Donc, tu peux cuisiner tes fans de radis ou tes fans de carottes ou tes pieds de brocoli. Tu peux en faire des pickles. Enfin, il y a plein de recettes qui existent sur l'anti-gaspi. Donc, déjà, il y a ça. Mais surtout, très en amont, ce que tu peux faire, c'est mieux t'organiser. Faire des listes de courses, ne pas jeter tes restes, acheter des Tupperware, faire du batch cooking. Enfin, il y a plein de solutions et de tips pour déjà ne pas jeter. Mais déjà, je dirais, plus en amont, c'est déjà de faire attention à ce que tu achètes quand tu l'achètes et de comprendre comment fonctionnent les dates de péremption. Et ça, il y en a plein qui n'ont pas compris, parce qu'en France, c'est pas hyper clair. Mais dans le monde entier, d'ailleurs, c'est pas hyper clair. Et là, la loi Garot, elle y touche ? Parce que l'intérêt du producteur et du producteur, peu importe, c'est de te faire croire que ton produit va... Enfin, te faire croire, pardon. C'est pas mal intentionné. Non, c'est pas mal intentionné, les dates. Je pense que ça partait d'une bonne volonté. Les dates, elles sont arrivées à la fin des années 70. Ouais. Je pense que sur les produits frais, il y a un vrai intérêt à avoir des dates, parce que l'objectif, il est aussi de protéger le consommateur. Il y a des normes d'hygiène qui font que certains produits frais, passé la date, il faut pas les consommer, parce qu'il y a un risque vraiment pour la santé des consommateurs. Et ça n'existait pas avant. En revanche, on a quand même tout un tas de produits secs qui ont ce qu'on appelle des dates de durabilité minimale. Vous savez, sur les produits, vous avez 2 types de dates. Il y a le à consommer jusqu'au. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la DLC, date limite de consommation. Donc en gros, il ne faut pas se poser de questions. Il y a un petit exception peut-être pour les yaourts ou les produits lactés, sur lesquels potentiellement, en tout cas sur les yaourts, on pourrait ne pas les avoir en DLC. Oui, je les imaginais mal intentionnés, mais en fait, ils se protègent aussi d'une intoxication alimentaire. Et on pourrait dire, mais ton yaourt, il est pourri. Ils se protègent aussi, et ils protègent surtout les consommateurs. Enfin, globalement, je pense que personne n'a envie d'être malade ou de choper une bactérie. À l'inverse, les produits en sec, eux, ont des dates de durabilité minimale qui font que, passé cette date, le produit est parfaitement consommable. Et d'ailleurs, on a un pictogramme, désormais, qui est déployé sur 7 milliards de produits en circulation, qui vise à éduquer le grand public. On travaille avec aussi bien des grandes marques comme Danone que des plus petites marques, pour apposer sur les produits secs un pictogramme qui dit « date dépassée, observer, sentir, goûter avant de jeter ». On le trouve sur le site de Kellogg's, entre autres, sur les Choco Pops, les Rice Krispies, les Special K. Donc c'est un logo, un label qui n'est pas obligatoire. Les marques peuvent, si elles le souhaitent, le mettre, c'est ça ? Ouais. Qui sensibilise à la compréhension des dates. Parce que je pense que tout le monde, et moi la première, mon mari, je l'engueule régulièrement parce qu'il jette des épices, par exemple, qui sont périmées, ce qui n'a aucun sens. C'est, au pire, ce qui peut se passer, c'est que des épices perdent un peu en goût ou en couleur, mais globalement, il faut les garder. Et c'est hyper important parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a 20% du gaspillage alimentaire dans les foyers qui est lié à une mauvaise compréhension des dates.
Nous, on a fait des tests consommateurs sur ce pictogramme. On s'est rendu compte que 70% des personnes exposées à ce pictogramme comprenaient que du coup, il fallait pas jeter le produit. Donc pour nous, c'est vraiment un plus parce que notre mission, encore une fois, elle est de mettre fin au gaspillage alimentaire. Compris. 40% de la nourriture dans le monde qui est jetée. Tu m'as dit 25 kilos par famille par an ? Entre 25 et 30 kilos par famille et par an. 25 et 30 kilos par famille et par an. Et tout le monde jette, à chaque étape de la chaîne, déjà partout dans le monde. Et ensuite, de la fourche, donc chez le producteur, jusqu'à la fourchette dans nos assiettes, tout le monde jette à chaque étape. Et si tu regardes comment c'est fichu, et que tu prends les derniers chiffres qui sont dispo, puisque désormais, au niveau de l'Union européenne, on a un organisme qui reporte les chiffres du gaspillage alimentaire pour tous les États membres, qui s'appelle Eurostat, et qui a sorti des chiffres là en 2003 sur la base des données de 2021, et que tu prends uniquement le gaspillage alimentaire, donc en gros, les déchets alimentaires qui ont été jetés mais qui étaient encore consommables, ça se répartit de la production, qui représente à peu près 22% du gaspillage alimentaire. La transformation, les industriels, c'est 14%. La distribution, c'est seulement 11%. Forcément, c'est ceux qui comptent le plus, donc ils font quand même assez attention. La consommation hors domicile, donc tout ce qui va être restauration, c'est 13%. Et l'énorme partie du gaspillage alimentaire, elle est dans ton assiette, dans mon frigo, c'est 40%. 40% de ce qui est jeté en fait chez les consommateurs. On était sur une base 100, hein, c'est ça ? On est sur une base 100. Tu me l'as fait 22% chez le producteur, 14% chez le transformateur, donc industriel, 11% à la distribution, 13% chez les consommateurs et 40% chez les consommateurs chez nous. Chez nous, ok. C'est énorme, j'aurais pas imaginé ces chiffres. Je suis étonné du 22%, un quart vient du producteur. C'est la betterave, j'allais dire, ou la pêche qui est pas vendable, qui est dépassée, il y a plein de sujets sur cet élément-là. Je pense qu'il y a aussi des calibres qui font que la grande distribution ou l'industriel veut pas les acheter. Et il y a également les pertes de récolte, donc les phénomènes climatiques. Là-dedans aussi, il y a aussi toute la production animale. Donc les épidémies, quand tu dois abattre tout un troupeau, ça rentre dans ces 22%, puisqu'on est quand même sur de la nourriture qui initialement était consommable. Compris. J'avais reçu une start-up dont le nom m'échappe, j'en suis désolé, mais je crois que c'était les sales gueules ou les gueules cassées. Les gueules cassées, ouais. Les gueules cassées, hein, c'est ça, qui justement récupèrent ces fruits et légumes qui n'ont pas les formes qu'on s'attend à trouver en magasin pour les revendre sur des circuits alternatifs. Hyper intéressant. Le 11% du distributeur, il a eu tendance à baisser ? Ils sont scrutés ? Aujourd'hui, c'est un peu la première fois qu'on a cette mesure pour la France avec un comparable aux autres États. J'ai pas encore les chiffres des autres États parce que c'est des chiffres qui sont tout frais, qui ont été communiqués par le ministère de l'Agriculture il y a quelques semaines. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a le Parlement européen qui vient de voter un règlement qui passera en application prochainement, qui va contraindre tous les États membres, donc les 27 États membres, à mettre en place des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire à chacune de ces étapes-là, avec des objectifs qui sont assez différents. Nous, chez Too Good To Go, on pense juste que ces objectifs ils sont trop faibles, qu'il faut aller un peu plus loin. En revanche, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on va commencer à avoir un terrain législatif en Europe qui va forcer les États membres à s'intéresser à ce qui se passe et avec des amendes derrière si c'est pas respecté. Et surtout, du coup, à avoir une mesure commune du gaspillage alimentaire entre les marchés pour être en mesure de mesurer la progression, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc d'ici 2 ans, si tu me reçois à nouveau pour un catch-up, je pourrais te dire, parce que là, cette fois-ci, on a une mesure unique, donc comparable, quelle est l'évolution de la part du gaspillage alimentaire à l'étape de la distribution, de la transformation, alors qu'aujourd'hui, j'ai pas de chiffre comparable. J'ai une mesure qui date de 2016 de l'ADEME et maintenant j'ai cette mesure-là, mais on n'a pas du tout les mêmes méthodos et on n'a pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, je suis pas capable de dire dans quel sens ça avance. Ce que je peux te dire en revanche, c'est que chez Too Good To Go, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'accompagner à chaque étape. La seule étape qu'on couvre pas, c'est la production pour le moment. On pourrait y venir dans le futur. Ce qui est sûr, c'est que ce que vous connaissez de chez nous, qui est cette application, effectivement, on aide à la fois les distributeurs, mais aussi les restaurateurs et les consommateurs, parce que en utilisant des applications anti-gaspi comme Too Good To Go, tu peux du coup venir revaloriser et récupérer des invendus. Mais on travaille aussi désormais avec les industriels depuis 1 an, puisqu'on rachète des surplus aux industriels sur des produits secs. Là encore, il y a plein de raisons pour lesquelles des produits secs peuvent finir à la poubelle. Erreur de mention, erreur d'emballage, emballage abîmé. Quand tu penses à toutes les séries limitées avec les jeux concours pour les JO, là, je pense qu'on va avoir un stock de surplus en fin d'année de tous les produits que plus personne ne veut dans les rayons parce qu'à un moment donné,
c'est cool d'avoir un Paris partenariat 2024, 2025, ça sert plus à voilà, grand-chose, quoi. ou un partenariat Mbappé PSG. Bon bah voilà, c'est foutu quoi. Le produit, tu peux plus l'avoir dans les rayons. Bah, typiquement, ces produits-là, à un moment donné, la distribution n'en veut plus. Donc il faut les revaloriser. Et donc nous, on rachète des stocks. On les stocke, on crée des assortiments, on fait des colis monoproduits, des colis thématiques. On peut faire un colis italien où on va faire un assortiment avec des pâtes d'une MDD par exemple et des sauces italiennes Do It Better. On va te mettre des chips Vico, on va te mettre des trucs et globalement on va te proposer où que tu te trouves en France de venir acheter ces colis anti-gaspi pour un prix qui généralement est plutôt discounté aux alentours de 50%. Vous le trouvez dans l'application, donc il y a, je l'ai en anglais, c'est Delivery, livraison tout simplement. Livraison, et donc là c'est des paniers qui proviennent de, pas des commerçants de quartier. Mais des différents industriels, en tout cas on rachète des stocks, et pour le coup là on peut avoir aussi des colis thématiques, des colis petit-déj, des colis festifs, on a fait ça au moment de Noël, on aura peut-être un colis post-JO à l'automne pour regrouper des produits en série limitée avec des concours qui sont finis par exemple. Et tout ça, en fait, ça nous permet surtout d'augmenter notre impact, de sauver encore plus de produits. En un an, c'est 400 000 colis qu'on a vendus. Ça représente, je crois, à peu près 6 millions de produits qu'on a pu sauver de la poubelle grâce à ce système de colis. Et là, on est en train de le déployer. Je crois qu'on était live dans 5 ou 6 pays et on va l'ouvrir dans d'autres pays, Too Good To Go, pour continuer à augmenter notre impact et permettre à chacun où il habite, enfin peu importe où il habite, de pouvoir sauver des invendus. On est en plus dans une tendance de marché, une tendance sociétale qui vous porte, qui va dans ce sens-là. On a de plus en plus conscience de notre impact environnemental, écologique. Alors oui, je dirais qu'il y a un triple impact, hein, c'est ce qu'on disait, il y a la valeur économique de ces produits aussi. On sort quand même d'une très grosse période d'inflation, même si là on est en déflation, quand on compare quand même les produits à il y a un an, on est quand même toujours assez élevé. Nous, c'est plus d'un tiers de nos clients qui nous ont rejoints l'année dernière. Donc c'est quasiment 5 millions de clients qui nous ont rejoints juste en 2023. On a fait une étude en septembre 2023 qui montrait que c'était 8 Français sur 10 qui avaient identifié l'anti-gaspi comme une solution pour faire face à l'inflation. Donc c'est assez énorme, hein, ce regain d'engouement pour l'anti-gaspi. C'est également un tiers de nos partenaires, donc 30% de nos partenaires, on en a 11 000 à peu près qui nous ont rejoints sur les 42 000 partenaires commerçants qu'on a en France, juste en 2023 aussi. Okay. Quelques chiffres à propos de Too Good To Go. Too Good To Go, hein, vous connaissez de toute façon, vous allez dans Google et vous trouverez, enfin sur l'App Store plutôt, sur vos App Store, T-O-O-G-O-O-D, T-O-G-O, Too Good To Go, tout simplement. 80 millions de repas sauvés en France depuis la création, 330 millions dans le monde. Combien d'utilisateurs ? Dans le monde, on a quasiment 100 millions d'utilisateurs, c'est 95 millions d'utilisateurs. Et juste en France, c'est 16 millions, ce que tu disais. Donc, nous, on a l'habitude de dire un Français sur 4 ou un Français sur 3 actifs qui potentiellement a l'application dans son téléphone. C'est assez énorme et j'avais pas ces chiffres en tête. Très très belle croissance depuis l'épisode que j'avais fait il y a 3 ans où on était à 80 millions de repas sauvés dans le monde versus 330 maintenant. Et en utilisateur, je l'ai plus, mais... on n'était pas à 95 mais on n'était pas à 95 millions. Tu viens de le dire, 43 000 commerçants en France qui sont... Comment on les appelle ? Des clients, des partenaires Ce sont des partenaires, c'est nos partenaires. Qui sont répartis aussi bien sur des très grands comptes. On travaille avec Carrefour, on travaille avec la grande épicerie, Monoprix, Franprix, toutes les grosses chaînes de boulangerie, Paul par exemple, Ange, Marie Blachère bossent avec nous, tous ces grands comptes, mais aussi la restauration, où on commence à bosser avec certains acteurs de la restauration. Là, on est en train de tester des choses, notamment avec prêt à manger, puisque du coup, quand on parlait de comment se répartit le gaspillage alimentaire sur toute la chaîne, c'est vrai qu'on pense tout de suite au Carrefour ou à la grande distribution, mais un peu moins à la restauration. Et on teste en ce moment avec prêt à manger une solution qu'on appelle une solution de vente flash, donc un sauvetage flash de paniers, de manière à pouvoir aider à sauver des paniers chauds. Puisque c'est vrai que l'une des contraintes de la restauration, c'est que autant venir sauver des sushis ou des pokéballs en fin de journée, tu peux le faire attendre, ton sushi ou ton pokéball, il est froid, donc il reste au frigo. En revanche, ton invendu chaud qui a déjà été réchauffé, en fait, tu le laisses pas refroidir
parce qu'après, en fait, il part à la poubelle, ça ne respecte plus les labels de qualité des différentes marques, et surtout, il peut y avoir des risques sanitaires liés au refroidissement de certains produits qui ont été chauffés, parce qu'après, tu peux avoir un risque de développement de bactéries. Donc, globalement, on essaie de trouver des solutions où pendant un créneau, par exemple, de 15 à 20 minutes, tu as un truc qui clignote sur ton app quand tu es dans la zone de prêt-à-manger, typiquement, et qui te dit « Dépêche-toi, il y a un invendu chaud à venir sauver au prêt-à-manger qui est à tel endroit. » Et donc ça, c'est un truc qu'on est en train de tester pour voir comment est-ce qu'on peut, encore une fois, augmenter notre impact, accompagner notamment la restauration rapide sur le sauvetage des invendus, parce que pour le moment, c'était difficile de les aider sur cet aspect-là. Dans la restauration rapide, il y avait une légende. Alors, je ne sais pas si c'est une légende, en tout cas, on disait, on m'avait dit que on laisse pas un burger... je sais plus quel était le temps, mais je crois que c'était 5 minutes, un truc comme ça. Alors, chaque chaîne a ses propres critères, je dirais. Et effectivement, alors ça peut aller de 5 minutes à 15 minutes. Mais effectivement, il y a des temps qui font qu'après, le produit ne respecte plus les critères de la marque et est considéré comme pouvant avoir un risque pour la santé. Donc, c'est là aussi où nous, on essaie de les accompagner et de les aider. En parallèle de ça, la livraison s'est beaucoup déployée aussi sur ces restaurants-là. Et donc, les critères qu'ils avaient au départ de dire je veux que ma commande soit livrée en 5 minutes, finalement, on se rend compte que le produit fonctionne encore très bien après 30 minutes de livraison. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire aussi pour les sauver de la poubelle. On reviendra sur le modèle après, mais tu as un modèle à la commission sur le panier vendu. Toi, ton impact, il est un peu contradictoire ou presque bicéphale. Tu veux que la distribution gâche moins, mais tu gagnes sur ce qui va être gâché et revendu. Alors, c'est là la beauté d'une entreprise à mission. C'est-à-dire qu'en fait, on a parfaitement conscience que, indirectement, en adressant toute la chaîne, ce que tu vas adresser en amont, tu l'adresseras plus en aval. Et c'est ce que je trouve assez chouette. Ouais, mais en fait, j'ai envie de te dire, je m'en fiche. Moi, ma mission, quand je me lève le matin, la mission de la boîte, c'est pas de faire le plus de cash possible. La mission de la boîte, c'est de mettre fin au gaspillage alimentaire. Donc, tout ce qu'on fait qui contribue à réduire le gaspillage alimentaire, c'est ce qui fait tous nous lever le matin. Donc, on parle en repas sauvés, on parle en produits sauvés. Et donc, effectivement, quand tu me dis, si tu as de la grande distribution, et tu as raison de le dire, sur cette étape-là, par exemple, on a racheté une start-up il y a 2 ans qui s'appelait Coda Bene et on a créé désormais une plateforme qui s'appelle Too Good To Go Platform. Et cette plateforme, c'est une solution SaaS qu'on déploie dans le retail pour aider les distributeurs. Par exemple, on travaille avec Monoprix ou Naturalia. Et dans chaque Monoprix ou Naturalia, tous les chefs de rayon sont équipés d'un outil qu'ils utilisent au quotidien. Donc, c'est ce qu'on appelle un PDA dans le milieu, qui est un outil qui leur permet de scanner tous les produits en rayon. Et en fait, il faut savoir une chose que j'ai découverte moi il y a 1 an quand je suis arrivée chez Too Good To Go, c'est que sur les produits de grande consommation, le code barre que tu as, il porte pas grand-chose en info à part le prix. Il porte ni le numéro de lot, ni la date de consommation. Donc tout ça, c'est des infos qui existent à côté du code barre. Donc si tu veux, en tant que chef de rayon, faire disparaître tes produits qui sont sur le point de périmer de ton rayon, tu n'as pas d'autre choix que de faire un contrôle manuel au quotidien de tous tes produits. T'imagines le nombre de références que tu as à gérer dans un rayon. Et donc, ce qu'on fait avec Too Good To Go Platform, c'est qu'on a cette solution qui, on va initialiser le rayon avec le chef de rayon, la première fois qu'on met en place le rayon, donc on va enregistrer toutes les références, on va enregistrer la date la plus courte pour une référence en particulier, et derrière, c'est l'outil qui va pousser au chef de rayon, qui va lui dire « Attention, dans les dates les plus courtes que tu m'avais renseignées, il faut aujourd'hui que tu contrôles cette référence. » Donc, au lieu de contrôler 100%, il a plus que 8 à 10% des produits à contrôler. Donc, c'est un énorme gain de temps pour lui, mais surtout, ça lui permet vraiment de repérer les produits qui sont sur le point d'expirer. On applique la charte fraîcheur des enseignes. Et surtout, en fait, du coup, derrière, on va avoir un module de recommandation avec de l'intelligence artificielle qui va venir dire ton beurre qui est à J-5 parce que c'est la charte fraîcheur de ton enseigne. Maintenant, tu peux le mettre en promotion. Ta raclette, tu peux la mettre en promotion, mais attention, vu la saisonnalité, vu la météo du moment, vu tes ventes qu'on vient d'analyser pour toi sur les dernières semaines, ne la mets pas en promo à 10%, elle partira pas. Mets-la directement à 50%, ou mets-la directement dans un panier, ou mets-la directement en don, en fonction de tout un tas de critères qu'on va analyser pour lui, de manière à maximiser pour le distributeur la revalorisation des invendus et donc éviter que ça parte à la poubelle. Donc nous, notre mission, c'est finalement pas tout ce qui part en panier Too Good To Go, c'est on veut juste s'assurer que ça parte pas à la poubelle.
Donc un gros volume de données aussi que tu peux mettre à la disposition des commerçants, en partie grâce à Coda Bene. Ça s'appelait Coda Bene, maintenant c'est Too Good To Go Platform. Vous trouvez ça sur le site dans nos solutions, tout en bas de la page d'accueil. Too Good To Go Platform, énormément de data, 80 millions de repas, c'est quand même beaucoup de données que les distributeurs, les distributeurs et les points de vente. Alors, ça peut les aider à. On commercialise pas les données de nos 80 millions de repas. Non, quand on se base sur les données, on se base sur les données du distributeur en particulier. Du distributeur en particulier. Et moi, pâtissier, boulanger, je vois ce qui passe par la plateforme. Donc, je peux aussi, avec un peu de recul, ajuster ma prod, ou c'est encore trop... ajuster ta prod. Si, tu peux ajuster ta prod, pour le coup. Et nous, là-dessus, c'est ce que font sur les 150 collaborateurs qu'on a en France. On en a une centaine qui sont plutôt des commerciaux, donc qui sont là aussi pour accompagner à la fois les commerçants indépendants et les grands comptes, qui sont là justement pour analyser aussi leurs données de vente. On a beaucoup de grands comptes qui nous donnent accès à ce qu'on appelle les données de casse. Donc, on va analyser pour eux toute la casse. Données de casse, les casses. Tout ce qui part à la poubelle. Et du coup, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont réussi à revaloriser en panier, qu'est-ce qui continue à partir à la poubelle pour les aider à constituer des meilleurs paniers, à mettre en place des meilleures pratiques de dons, à revoir leurs pratiques de discount, par exemple, et également à identifier qui sont les on va dire les magasins qui jouent pas le jeu et qui continuent à jeter. On est vraiment là aussi pour les aider à optimiser ça, pour encore une fois éviter que tout parte à la poubelle. 330 millions à date, 160 000 partenaires à dans date monde, également dans le monde. 330 millions de repas sauvés, ça fait une moyenne de 2000. Mais bon, ça c'est les chiffres à date, et forcément ils ont été en croissance sur le nombre de partenaires. Qu'est-ce qu'un partenaire qui a depuis le début a sauvé comme repas en moyenne? Alors écoute, on a 3, 4, 5 000, 10 000 en total. Beaucoup plus que par ça. Partenaire en moyenne. Alors, par partenaire, je t'avoue que j'ai pas la moyenne en tête. Ce que je peux te dire, c'est qu'on a des enseignes avec lesquelles on a dépassé largement les millions de repas sauvés. Génial. Tu prends Carrefour, par exemple. On a célébré avec eux en janvier dernier les 10 millions de repas sauvés. Un repas, c'est un panier. Un repas, c'est un panier. Donc, potentiellement plusieurs F. Ah oui, c'est plusieurs références, puisque un panier, c'est à peu près un peu plus d'1 kilo de nourriture. Okay. Ce qui fait quoi? 3, 4, 5 produits, j'imagine, en moyenne, des produits de 200 grammes, 250, 300 grammes. Ouais, c'est ça. On a dépassé le million. On a passé 10 millions. 10 millions de repas sauvés avec Carrefour, et là on a d'autres enseignes, je donne pas le teasing, mais globalement on célèbre régulièrement les milestones de repas sauvés avec nos grandes enseignes. Hyper intéressant. Vous faites du lobbying? On fait du lobbying. Au niveau européen, j'imagine? Au niveau européen. Pourquoi? Parce que, comme je te le disais au début, lorsque Lucie a co-créé Too Good To Go, ce qui a participé vraiment à l'essor de l'anti-gaspi en France, c'est le fait que la loi Garot est passée au même moment. Ça a vraiment créé ce terreau fertile pour l'anti-gaspi en France. Et en fait, nous, on est persuadés que chez Too Good To Go, pour mettre fin au gaspillage alimentaire, on a vraiment besoin de travailler sur 3 axes. Un axe d'innovation. C'est pour ça que je te parlais des colis avec les industriels ou de Too Good To Go Platform, par exemple. Un axe sur la sensibilisation. Et donc là, on parlait du label et du pictogramme Observer Santé Goûter pour sensibiliser le grand public aux dates, mais on n'en a pas encore parlé, mais on a aussi une initiative qui est ce qui s'appelle Mon école anti-gaspi pour venir sensibiliser les élèves de primaire au gaspillage alimentaire avec différents programmes, des fiches, des vidéos. On a un jeu, on a un double et un jeu des 7 familles avec vraiment des affichages pour la cantine, un programme pour la classe et un programme pour le centre de loisirs. Vraiment à ce que les enfants comprennent le principe du gaspillage alimentaire et que quand on jette un bout de pain, ils comprennent les ressources qui sont mobilisées derrière. Et toi-même, t'as des enfants, j'ai des enfants, et c'est quand même les premiers à nous dire de couper l'eau ou d'éteindre la lumière. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont sensibilisés hyper tôt et je trouve ça chouette de miser sur les futures générations. Et un 3e axe de travail, après donc innovation, sensibilisation, qui est le fait de légiférer. Et là, encore une fois, voilà, on a différentes activités où on intervient auprès des législateurs, on intervient auprès des États membres, on essaye de rencontrer des députés régulièrement pour nous assurer que ce sujet, il reste au cœur des préoccupations et que, en tout cas, notamment en Europe, on fait avancer aussi ce terrain législatif pour venir aider tout le monde, parce que je pense que l'enjeu écologique, tout le monde a envie, mais c'est pas toujours évident, et puis parfois ça a un coût. L'enjeu économique, il marche peut-être un peu mieux parfois avec certains acteurs, d'autant plus qu'on a aussi un vrai rôle d'apporteur d'affaires, notamment pour les petits commerçants. Je t'ai pas partagé ces données, mais désormais on a une enquête depuis 2 ans
post-achat qui nous permet de mesurer auprès des consommateurs si c'est des nouveaux consommateurs à l'enseigne et s'ils ont fait un achat supplémentaire. Et typiquement, c'est 30% d'utilisateurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans le magasin et 30% de ventes additionnelles, avec un panier moyen à 18 € en plus. Ouais, okay. Donc globalement, il y a un vrai intérêt pour tous les commerçants à revaloriser leurs invendus via des plateformes comme Too Good To Go parce que derrière, c'est un vrai apporteur d'affaires et de trafic. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que du coup, l'enjeu écologique, l'enjeu économique, c'est bien, mais en fait, il n'est pas suffisant et tu as aussi besoin d'avoir à un moment donné une contrainte législative pour faire que tous les acteurs de la chaîne se mettent à l'anti-gaspi. Et je pense qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on arrivera à significativement baisser le gaspillage alimentaire. Merci. Le modèle, il est simple, hein, c'est une commission payée par le revendeur. Par le commerçant, ouais. Par le commerçant, ok. Donc c'est complètement gratuit, ultra simple pour l'utilisateur. Tu télécharges l'application. Le service est gratuit. Le service est gratuit. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin de t'inscrire, il n'y a pas d'abonnement. Enfin, tu t'inscris juste pour avoir accès à nos 42 000 commerçants. Peu importe où tu es en France, tu vas trouver un commerçant, parce que à l'inverse de la livraison à domicile, il n'y a pas de contrainte logistique, c'est toi qui vas chercher. Donc que tu sois à Bas-sur-Mer dans le 44 ou que tu sois à Paris, globalement, tu peux trouver des commerçants. Aussi bien ta petite boulangerie, ton poissonnier, ton boucher, que le Carrefour, l'Intermarché, le Monoprix à côté de chez toi. Tu vas trouver vraiment tout type d'enseigne et tu soulignais tout à l'heure les fleurs. Je dirais que ça reste un petit peu une exception parce que notre bataille, elle est quand même sur le gaspillage alimentaire. Mais on a quelques fleuristes qui sont là, sur lesquels tu peux venir sauver des plantes. On a également des invendus alimentaires pour les animaux, puisque tu peux aussi trouver des paniers avec de la nourriture pour chat ou nourriture pour chien que tu peux venir sauver aussi. Mélène me voit faire une grimace qui est une grimace de gourmand parce que je vois qu'il y a un magasin qui s'appelle le Cinnasens qui fait des rôles au cinnamon, à la cannelle à proximité du bureau que je ne connaissais pas. Je regarde les prix, on est sur des réductions de 50, 60, 70% parfois. Exactement. J'ai l'impression. Ouais, c'est entre 50% et ça peut même aller jusqu'à 75%. De réduction. L'objectif étant de t'inciter, toi, Laurent, à aller chez ce commerçant pour sauver ses invendus et éviter qu'ils finissent à la poubelle. C'est intéressant parce que je vois beaucoup d'hôtels. J'y ai pas pensé, mais effectivement, il y a énormément de petits déjeuners. Il y a beaucoup de petits déjeuners. Panier viennoiserie, panier petit-déj, panier surprise qui viennent d'hôtels. Exactement. Et ça me semble évident. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, comme on est sur des systèmes de buffet, il y a souvent beaucoup de restes. Alors, on a beaucoup d'hôtels aussi qui travaillent de mieux en mieux autour de recettes anti-gaspi, qui proposent désormais des puddings faits à base des viennoiseries de la veille, par exemple. Mais pour autant, on a encore beaucoup de viennoiseries et de restes de petits déjeuners. Et on travaille avec énormément de chaînes d'hôtels, pour le coup. Donc, commission... Alors, j'ai cru entendre... Donc, Lucie Bache, on l'a pas cité. On l'a cité ? On l'a cité au début, Lucie, c'est notre cofondatrice française. La cofondatrice française de... J'ai cru l'entendre dans des interviews qui disaient qu'en gros, c'était 1 € le panier dans ces eaux-là. Alors, c'est pas 1 € le panier, c'est... non, pardon, la commission, excuse-moi. On prend environ 1 €, ouais, effectivement, par panier. C'est ce qui m'a semblé entendre. Ce qui fait... Alors, je suis au bout de la liste et la liste ne s'arrête pas, mais j'ai des paniers entre 2,50 les moins chers, 10, 12 les plus chers, mais grosso modo, on est entre 4 et 6. Donc, ça fait un 20-25% de com sur 330 millions de repas vendus, 80 millions en France qu'on atteindra cette année. Combien vous avez fait l'année dernière ? C'est public, ça, ou 20 pas ? millions de repas. On a sauvé 20 millions de repas l'année 20 millions de repas l'année dernière. La boîte est rentable. Tu peux le dire, ça ? Tu sais ? Tu le sais pas ? La boîte est rentable, ouais. La boîte est rentable, c'est magnifique. Elle est rentable, elle est à mission, elle œuvre pour le bien-être de la planète. Et on est hyper fiers de ça. On est hyper fiers de ça. C'est un modèle que les salariés, honnêtement, sont hyper engagés. Chaque matin, on se lève et on regarde combien de paniers on a sauvé la veille. Tous les jours, on met à jour le chiffre. On a des petits panneaux, c'est un peu archaïque, mais on met à jour le chiffre au bureau. Ouais, c'est ça, avec des petites vignettes. Non, pas à la craie, mais je sais pas, on a des petites plaquettes qu'on tourne. On va bientôt arriver à la limite des petites plaquettes. Il va falloir bientôt qu'on les change, puisqu'on approchera des 100 millions à un moment donné. Donc, il faudra qu'on change le système, parce que pour le moment, il s'arrête. Quand tu rencontres des freins auprès des commerçants et e-commerçants, quels sont-ils ? On a différents freins. Je pense que parfois, pour certains commerçants, ça reste plus simple pour eux de mettre à la poubelle que de se dire je vais rajouter des quantités sur Too Good To Go. Ils le font à quel moment ? Comment ça marche pour le commerçant ? En fait, on essaie de leur simplifier la tâche et pour le coup, on a quand même pas mal de données qui nous aident à savoir en fonction du type de commerce à peu près combien d'invendus ils vont avoir.
Donc on essaye de leur simplifier la tâche avec des systèmes de paniers automatisés pour qu'en fait, tous les jours, ils aient en automatique 1 ou 2 paniers qui se mettent en fonction de leur quantité. On monitore après pour s'assurer bien évidemment qu'on n'a pas d'annulation, parce que le but c'est pas de dire il y a 2 invendus par jour alors qu'en fait il y en a pas. Mais le commerçant peut à tout moment ajuster cette quantité à la hausse ou à la baisse. Et on lui pré-crée aussi au lancement des paniers qui correspondent aussi à son type d'invendu. Dans la grande distribution, par exemple, on va avoir des paniers thématiques. Avec Carrefour, on va avoir un panier boucherie ou un panier boulangerie avec un point prix qui va être différent d'un panier mix qui va avoir un mix d'invendus secs et frais, par exemple. On va avoir des paniers fruits et légumes. Donc en fait, on va vraiment faciliter la tâche aux commerçants. Mais il le prépare à l'avance. Alors non, pas forcément. Il peut le préparer au moment, à l'instant T. Il peut le préparer à l'instant T et la plupart d'entre eux, d'ailleurs, le préparent au moment où le consommateur va venir récupérer le panier. Puisque le principe, c'est que si là, tu viens sur l'application Too Good To Go et que tu vas dans ton magasin là, de cinnamon roll, il ne sait pas encore, à l'heure actuelle, quels vont être les cinnamon rolls qui vont être en invendus à la fin de la journée. Et je pense qu'il doit avoir un créneau de collecte qui doit être peut-être entre 18 et 19 heures. Et donc, entre 18 et 19 heures, tu vas arriver et là, il va créer l'assortiment à ce moment-là où il l'aura pré-créé parce que peut-être il est très organisé et tu viendras récupérer ton panier d'invendus. Et comme tout repose sur les invendus du jour ou de la veille, selon les commerçants, tu ne sauras pas forcément toujours ce que tu vas avoir. Donc lui doit le mettre à jour, doit penser à... Non, parce qu'il n'a pas besoin de mettre à jour le contenu, puisqu'en fait, son panier qui a été créé, c'est un panier d'invendus du jour. Et ça s'arrête là. On ne va pas aller plus loin dans le descriptif. Mais mettre à jour pas le contenant du panier, mais le nombre de paniers, parce que je vois, il en reste 1, il en reste 2, il en reste 4. Exactement. Ça, soit c'est préseté en automatique pour lui, soit c'est lui qui fait un ajustement manuel. Il a accès à une application qui s'appelle MyStore, que tous nos commerçants ont, qui va lui permettre d'ajuster la quantité des paniers. Qu'est-ce qui empêcherait... Ah oui, il y a un temps, je vois que chez Naturalia, rue de Lévis, il y a des paniers à 4 € au lieu de 12. Il en reste quelques-uns, mais il me reste 15 minutes pour les... Parce que ça doit fermer à midi. Non, pas fermer. Il faut les récupérer avant midi. Il est 11h45 au moment où on enregistre, au moment où je dis ça. Qu'est-ce qui empêche Uber Eats ou Deliveroo de faire la même chose? Ou plutôt, qu'est-ce qui vous empêcherait d'être sur Uber Eats ou Deliveroo? Alors, je pense que par vraiment conviction écologique, on n'a pas envie de se mettre à la livraison. On le fait pour les colis. Parce qu'en fait, les colis, on est sur des grosses quantités et en l'occurrence, on travaille avec La Poste ou Mondial Relais. On voudrait éviter, je pense, parce que comme dans notre ADN, c'est mettre fin au gaspillage alimentaire et on a quand même ce volet écologique qui est qu'on cherche aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre. On ne veut pas aller vers un système où chaque utilisateur, par fainéantise, va envoyer un livreur pour aller chercher un panier. Je pense qu'il y a un acte aussi d'engagement de la part du consommateur à venir se déplacer dans le commerce pour venir chercher l'invendu, d'autant plus qu'on a quand même des contraintes logistiques pour le magasin, qui est que l'utilisateur doit se déplacer sur un créneau bien précis. Donc pour le coup, on s'est posé la question, hein. On n'a jamais voulu aller vers de la livraison pour ces paniers-là, parce qu'on pense que ce serait un peu dommage et ça viendrait créer plus d'émissions que nécessaire par rapport aux gains qu'on a sur le fait de sauver un invendu. Mais tu as une option pick-up dans ces plateformes de livraison, je dis livraison, mais tu as une option pick-up. Donc on pourrait imaginer que le sandwich invendu à 14h de ma boulangerie... Tu as une option pick-up, mais qui est peanuts. Et après, je pense qu'il faut rappeler aussi, tu rappelais le modèle économique, hein, on est sur des paniers dont le montant est assez bas. Ouais. On a un modèle de commission dans ces plateformes qui, même en pick-up, il y a un modèle de commission de mémoire... entre 5 et 8%, je crois, les commissions en pick-up à l'époque, quand je bossais dans la livraison, qui font qu'à un moment donné, on est aussi là pour pérenniser notre modèle. Notre objectif étant de mettre fin au gaspillage alimentaire. Et on se donnait le chiffre tout à l'heure de 40% de la nourriture produite qui est jetée. Si tu ramènes à l'équivalent de ce qu'on sauve par seconde, nous, on a calculé ce chiffre il n'y a pas longtemps, on sauve à peu près 4 paniers par seconde chez Too Good To Go dans le monde. Et si tu prends le chiffre du gaspillage alimentaire dans le monde, on a l'équivalent de 80 000 repas sur cette même seconde qui partent à la poubelle. Donc autant te dire qu'on n'est pas arrivé au bout de notre mission. Et donc nous, notre objectif, elle est que cette mission, on soit vraiment en train de jouer, je sais pas si tu connais ce principe de Simon Sinek sur le Infinite Game, mais c'est vraiment comme ça qu'on voit notre business. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est pas en train de construire un business qui, en se disant dans 3 ans, on va revendre et ça va être top. On est en train de construire un modèle d'entreprise pérenne à mission
qui veut être là encore dans 20 ans pour continuer à sauver des invendus parce qu'on sait que le chemin est long et que globalement 19 pays c'est pas suffisant. Faudrait qu'on soit dans tous les pays et qu'on travaille avec tous les commerçants pour réussir à réduire significativement le gaspillage alimentaire. On se parle depuis 50 minutes, ça fait donc à peu près 12 000 repas qui ont été sauvés depuis le début de cet entretien, c'est intéressant. Les commerçants respectent la règle ? De mettre en place des invendus ? La valeur du panier, elle est déclarative ? La valeur du panier est déclarative. Globalement, la sanction, elle est assez immédiate par nos consommateurs. Oui, si tu joues pas le jeu, vu que tes consommateurs notent le panier, tu vas dégringoler très rapidement dans ton rating et du coup, tu sauveras plus rien. Et il y a un principe de vérification des commerçants ? Il y a un principe de vérification par nos consommateurs. Donc, un commerçant qui s'inscrit demain sur la plateforme, il sera jugé par les consommateurs, mais c'est pas vous qui... On va pas visiter chaque commerçant. Ça serait pas très gérable pour nous de tous les visiter, même si on signe beaucoup encore sur le terrain. Okay. Parce qu'on s'adresse notamment à des petits commerçants ou à des indépendants qui nécessitent aussi qu'on aille les visiter. Compris. J'avais cette vision un peu idiote il y a quelques années quand j'ai découvert Too Good To Go en 2019, 2018, je sais plus, d'un persona plutôt, je sais pas, je me disais c'est un étudiant fauché quoi. C'est assez bête et méchant. Moi, je suis assez bête et méchant. Est-ce que quel est le persona aujourd'hui ? Il a certainement jamais été l'étudiant fauché, mais... Alors, on a certains étudiants, pour le coup, on sait que les étudiants, ça représente quand même une grande partie de nos utilisateurs, mais pas que. Puisqu'en fait, comme on est quand même sur ce modèle gagnant-gagnant de planète écologique, planète économique et sociale, en fait, on s'adresse à tout type de personas. Et donc, on a des étudiants, on a des femmes, on a des familles, on a des personnes un peu plus âgées. Globalement, on a tendance à avoir un persona qui est un peu plus jeune que le persona français moyen, probablement parce qu'il y a quand même un biais technologique qu'on est une application mobile. Donc, effectivement, on a ce biais-là qui est qu'il faut quand même maîtriser la technologie sur un mobile. Mais en revanche, on s'adresse vraiment à tout le monde. Parce que tout le monde y trouve son compte. À la fois, tu sauves un invendu, mais aussi tu fais tes courses pour entre 1/3 et 50% du prix des produits. On est sur le panier, d'habitude on parle toujours de marketing, de tech, de plateforme. C'est un épisode dans lequel on en parlera un peu moins, j'aurais dû dire ça en introduction, mais vous nous auriez quitté, là au moins vous êtes resté avec nous jusqu'à présent. La tech est gérée au Danemark. La tech est gérée en partie au Danemark, mais on a aussi d'autres équipes en Europe avec des développeurs. Moi j'en ai une partie à Paris, notamment ici des équipes de Kona Bene qui développent Too Good To Go plateforme. Ouais. Ok. Et le marketing, ça je l'ai dit aussi en introduction, mais vous avez la chance d'être porté par une belle vague à la fois sociétale et puis de qualité du service évidemment. Donc beaucoup de bouche à oreille. Comment est-ce qu'on l'incite, le bouche à oreille ? Évidemment, il se fait naturellement, mais comment est-ce qu'on peut l'accélérer ? Ouais, il s'est fait naturellement pendant plusieurs années. Là, c'est vrai que ça fait 8 ans qu'on est implanté en France. Typiquement, c'est l'un des sujets du moment chez Too Good To Go de se dire OK, comment est-ce qu'on vient réactiver aussi ? Parce que quand on a la chance d'avoir déjà 16 millions d'utilisateurs, mine de rien, t'arrives aussi à un chiffre significatif. Donc, je dirais qu'on est parfois un peu moins dans une stratégie d'acquisition, mais plus dans une stratégie de rétention, de réactivation. Tu me parlais tout à l'heure de programme CRM. On commence à regarder la possibilité de lancer un modèle de carte de fidélité typiquement ou de système de ce qu'on appelle du referral, donc en gros permettre à des utilisateurs de nous parrainer d'autres utilisateurs. Tout ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder. On a lancé aussi une solution l'année dernière qui vise à te permettre Laurent par exemple de proposer à un collègue ou à ta femme d'aller chercher le colis pour toi. Voilà, on réfléchit aussi à des nouvelles solutions qui nous permettent désormais de recruter davantage de clients et de réactiver aussi quelques clients. Je dirais que la beauté, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas été obsédé par cette boucle marketing et cette dépense marketing. Pour autant, on est une entreprise qui fonctionne plutôt bien. Donc, je me dis que demain, en commençant à réappliquer les règles du e-commerce et en regardant ce que font les marketplaces qui sont successful, on devrait pouvoir réussir encore une fois à augmenter notre impact et à sauver davantage de paniers. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde de se dire que ces leviers-là n'ont pas encore été activés et qu'on peut encore aller plus loin. Ouais.
C'est très cool. Et je reviens sur la rentabilité, mais c'est vrai que quand t'as pas cette dépense marketing-là, qui peut représenter entre quelques pourcents de ton CA à 10, 15, 20 de Kudak %, c'est une chance. Ça veut dire aussi que vous en avez sous la pédale, et ça, c'est vraiment intéressant. Écoute, j'aimerais atterrir, parce que c'est un catch-up un peu long du coup, mais c'est formidable. J'aimerais atterrir sur du pilotage. T'es GM, t'es General Manager, directrice générale France, d'une boîte qui compte 1500 collaborateurs dans le monde et combien en France ? 150. 150. À mission, comment on passe qu'est-ce qu'il y a de différent avec une boîte plus traditionnelle en termes d'incentive surtout, par exemple ? Alors, c'est hyper simple. C'est que la mission, elle change pas. Pour le coup, moi, je bosse depuis 20 ans et dans toutes les boîtes où je suis passée, à chaque fois qu'on a eu un changement de CEO ou de COO, on a toujours eu un changement de mission, un changement de vision et donc, in fine, tu sais plus vraiment pourquoi tu te lèves le matin. Là, c'est simple, chez Too Good To Go, depuis 8 ans, la mission, elle a jamais changé. Notre mission au quotidien, c'est de mettre fin au gaspillage alimentaire et ça, c'est une vraie boussole pour les équipes. Parce qu'en fait, ça change pas. Donc, tout ce que tu fais, à chaque fois, tu te poses la question, est-ce que ça sert la mission ou pas ? Donc, il n'y a pas on passe notre temps à pivoter, à se dire, tiens, on va lancer un nouveau service, on va lancer un nouveau truc. Tu sais exactement pourquoi tu te lèves le matin. Et donc, notre mission, c'est de mettre fin au gaspillage alimentaire. Notre mission, c'est de sauver des repas, c'est de sauver des produits de la poubelle. Et donc, ça, c'est hyper facile, après, d'engager tes collaborateurs. Peu importe où ils sont dans l'entreprise, que ce soit le développeur qui bosse sur Too Good To Go plateforme, que ce soit la RH qui aide à recruter une personne, ou que ce soit le commercial qui va signer un indépendant ou un compte clé, on est capable de mesurer derrière quel est son impact au quotidien en termes de repas sauvés. Donc, on célèbre nos collaborateurs et notamment les milestones. Là, on a célébré une promotion la semaine dernière avec 5 ou 6 de nos collaborateurs en France qui ont atteint leurs 3 ans. On a été capable pour chacun d'entre eux de lui envoyer un mail pour lui dire, voilà, toi, tu as contribué à sauver X milliers de repas depuis ton arrivée chez Too Good To Go. Et ça, c'est énorme et c'est vraiment hyper cool pour piloter les équipes au quotidien. Et ça nous permet, nous, de donner des targets, notamment à nos commerciaux, de dire, quand tu vas signer un magasin, ce qui compte, c'est pas la signature, ce qui compte, c'est le nombre de repas que ce magasin va sauver derrière. Ok. Et son incentive financière sera basée là-dessus ? Une partie de son incentive financière est basée là-dessus. Une partie, d'accord. Parce qu'il faut manger, c'est bien beau la mission. Mais il a quand même un salaire fixe qui lui permet de manger, je te rassure. Ok. Hyper intéressant. Écoute, je crois qu'on a fait un grand tour d'horizon. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés dont on a... Je crois qu'on n'aura jamais fait le tour complet du gaspillage alimentaire. Je dirais que le message clé à retenir, c'est que le gaspillage alimentaire, on a besoin de tout le monde. 40% de la nourriture dans le monde qui finit à la poubelle. 4 paniers sauvés par seconde pour Too Good To Go, mais encore 80 000 par seconde qui partent à la poubelle. On a besoin de vous, on a besoin du consommateur, des distributeurs, des retailers, des restaurateurs, des industriels. On a besoin de la tech, on a besoin vraiment de tout ça et du législateur aussi pour faire avancer ce sujet et arrêter de jeter. Formidable. Mélène, merci infiniment pour ton temps. Vous retrouverez Mélène sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation. M-E-Y-L-E-N-E, Mélène Rabaud, R-A-B-O-T. M-E-L-E-Y-N-E. Putain, c'est moi qui me suis trompé cette fois. Et j'étais persuadé, je le disais fièrement en plus. M-E-L-E-Y. Voilà. Rabaud, R-A-B-O-T. Et puis évidemment, allez télécharger l'application Too Good To Go. Mélène, merci infiniment. Merci Laurent. Merci à toutes et à tous. Salut.